Bonjour chers spectateurs de Inspire Live, New Ideas for a New World. Aujourd'hui, je suis avec Charles Hervé Coyer, qui avec sa femme est un grand expert de la permaculture, l'expert en France je dirais. Et ensemble on va voir en quoi la permaculture peut offrir des solutions pour les moments de crise qu'on vit en ce moment et en quoi ça peut démontrer une bonne sortie pour chacun et chacune d'entre nous. Charles, est-ce que tu veux, s'il te plaît, nous expliquer qu'est-ce que c'est la permaculture? Parce que contrairement aux croyances, la permaculture ne se centre pas uniquement sur l'agriculture, mais c'est une culture très générale. Donc peut-être on peut parler de ça d'abord. Qu'est-ce que c'est exactement? Et comment tu le vis ici dans ce cadre magnifique? Comment tu l'exprimes toi avec ta femme? Merci Petra. Bah, écoute, on est d'abord très heureux de vous accueillir à la ferme biologique du Bec et Loing. On est en Normandie, dans l'Eure, on est au cœur d'une ferme bio. Je dirais même qu'on est sur une île jardin, ça se voit peut-être pas à l'image, mais on est entouré d'eau. Et c'est un jardin qui est inspiré de la nature. Il est à la fois très naturel, on est entouré d'animaux, d'insectes, de poissons, d'oiseaux, et en même temps il est très productif. Et il est d'inspiration permaculturelle. Alors permaculturel, c'est pas très connu pour un public francophone. C'est un système qui est inspiré de la nature. Voilà, je crois que la force de la permaculture, c'est de s'inspirer de la nature pour essayer de créer des installations humaines qui fonctionnent autant que possible comme des écosystèmes naturels. Parce que c'est pas un scoop, hein. On vit dans une société qui est très dénaturée, où on n'arrête pas d'artificialiser la nature, et on voit bien que ça nous mène à une impasse. Et en fait, l'idée centrale de la permaculture, comme du biomimétisme, de toutes ces démarches qui sont bio-inspirées, c'est de prendre la nature pour modèle, de se mettre humblement à l'école de la nature, de reconnaître que la vie est apparue sur cette planète il y a 3,8 milliards d'années, ce qui est purement incroyable. On a le privilège et l'honneur d'habiter la seule planète vivante connue dans le cosmos, et on vit dans une biosphère qui a 3,8 milliards d'années d'histoire. Donc au cours de cette très très longue histoire, la nature a su déjouer toutes les embûches pour s'auto-perpétuer, évoluer constamment vers des formes de vie supérieures, comme toi, Petra. Et donc, elle a une expertise, la nature, incroyable. Et donc, plutôt que de la détruire, c'est au contraire essayer de la servir, voilà, de servir ces forces de vie qui étaient là bien avant nous, et de reconnaître humblement qu'elles ont une expertise que nous, on n'a pas. On est des nouveaux venus, on est des tout nouveaux joueurs dans le grand jeu de la vie. Et donc, la permaculture, c'est ça. Alors, quand on observe qu'est-ce qui fait la force d'un système naturel, d'un écosystème, eh bien, on peut constater qu'il y a d'abord une grande biodiversité, mais tout aussi important, et ça saute moins aux yeux, il y a un réseau de relations extrêmement dense qui relie tous les composants d'un écosystème, qui fait que tout interagit, tout échange, tout partage, tout communique. Et, chaque élément profite aux autres, il profite des autres. Les déchets de l'un vont faire le produit de l'autre. Tout est recyclé. Ce sont des systèmes qui fonctionnent en boucle, et où finalement on peut constater que chaque fonction importante est remplie par plusieurs éléments, que chaque élément remplit plusieurs fonctions, et du coup on a des systèmes qui sont très auto-fertiles, très résilients, très autonomes, et qui donnent toujours plus qu'ils ne prennent. Chaque écosystème contribue au bien-être de l'ensemble de la biosphère. Et du coup, le tout est plus que la somme des parties. Et voilà, alors que nous, on a généré des systèmes linéaires, très gourmands en énergie, très gourmands en ressources, qui génèrent beaucoup de déchets et qui finalement détruisent très vite finalement la biosphère, quoi. En 50 ans, on a causé des ravages majeurs à la biosphère. Donc la permaculture, on peut se dire que c'est réellement un virage à 180 degrés par rapport à l'approche occidentale moderne. Et ça ouvre des perspectives qui sont très enthousiasmantes. Merci. Et est-ce que tu as d'autres exemples, avant d'aller vraiment dans l'agriculture, au sein de l'agriculture, et au détail de cette ferme, est-ce que tu as d'autres exemples où la permaculture au sein de culture fonctionne déjà par rapport, Oui,
Alors peut-être juste en 2 mots, on peut évoquer l'histoire, récente de la permaculture. C'est un mot qui a été forgé au début du XXe siècle, mais le concept même de permaculture a été énoncé sous sa forme actuelle par 2 Australiens, Bill Mollison et David Holmgren, et leur premier livre est paru en 78, Permaculture One. Et ça explique en fait l'essor de la permaculture, surtout dans le monde anglo-saxon. Ça fait peu de temps qu'on a des ouvrages en langue française. Et donc c'est peut-être une science, peut-être un art, un peu des deux, je crois, qui est très récent. Donc en fait, les applications ne sont pas si nombreuses que ça encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais il y a quand même une application majeure en dehors de la sphère des jardins, c'est le mouvement des villes en transition. Parce que potentiellement, ces concepts peuvent s'appliquer aux villes, aux entreprises, aux communautés humaines. On peut même imaginer des designs, des concepts, des conceptions permaculturelles immatérielles. Tu vois, on peut appliquer ça à un événement, un réseau d'échanges, etc. Maintenant, il faut reconnaître que les concepts ont été plus appliqués à la sphère des jardins. Et du coup, à tel point que parfois la permaculture est réduite à une sorte de super méthode de jardinage naturel. Or, c'est quand même bien plus que ça. Je trouve, entre autres aussi dans l'économie, il y a les modèles comme l'économie circulaire qui était mise en avant par Ellen MacArthur, par exemple, qui peut être un modèle assez pertinent pour l'économie aussi, qui est basée sur la permaculture, dans ce système circulaire bénéfique pour toutes et en interconnexion l'un avec l'autre. Là, on est tout à l'heure en montage et on sort juste des champs. On va montrer en détail ce lieu magnifique dans lequel on se trouve, c'est-à-dire votre ferme, qui sert aussi comme exemple pour toute la France d'une certaine manière. Si c'est vivable, est-ce que c'est possible qu'on peut vivre ainsi? Et l'INRA, n'est-ce pas, est en train de faire aussi les tests ici, si très pointu avec des chiffres exacts, en quoi c'est un modèle qui est tout à fait, qui peut faire ses preuves. Donc peut-être tu veux en parler un peu plus. Merci. Je voudrais d'abord dire que pour nous, cette ferme n'est en rien un exemple ni un modèle. C'est juste le résultat de notre rêve avec mon épouse Perrine. On avait le rêve de vivre avec nos enfants de manière autonome, le plus possible autosuffisante au niveau de l'alimentation en tout cas. Et ça a donné ça. Voilà, ce rêve de reconnexion avec la nature a donné cette ferme. Et on est devenu paysan, agriculteur bio, maraîcher, arboriculteur principalement en 2006. Et comme on était très inexpérimenté, qu'on n'avait pas de bagages, on s'est mis à chercher des solutions. Et donc c'est comme ça qu'on a rencontré la permaculture, les travaux de pionniers du bio aux États-Unis comme Elliott Coleman, John Jevons. On a retrouvé la trace de l'héritage un peu des maraîchers parisiens du 19e, qui étaient des très grands maîtres en maraîchage. Et on s'est inspiré de méthodes pratiquées au Japon, en Corée. Donc en fait, on a essayé de faire une synthèse entre plein de bonnes pratiques et ça a donné effectivement une ferme qui est à la fois toute petite et quand même extrêmement productive, à tel point que ça a intéressé des agronomes. Alors, on mène effectivement une recherche actuellement avec une unité de recherche. L'unité de recherche s'adapte, qui dépend, comme tu l'évoquais, de l'INRA et d'AgroParisTech. Et puis, il y a d'autres projets de recherche qui vont démarrer là dans les mois qui viennent. Ça nous paraissait important de pouvoir valider scientifiquement une approche qui était fondée avant tout sur l'intuition, sur un rêve. Mais je crois que l'agriculture, ça peut être à la fois une somme de techniques et en même temps, elle peut laisser place à l'intuition, à la créativité humaine et du coup redevenir un art en fait. Nous, on a conçu la ferme un peu comme un tableau et le fait de laisser la place majeure à la vie, à la nature, nous a récompensé au centuple en fait. Parce qu'on s'aperçoit maintenant, et c'est un peu l'objet de l'étude que tu évoquais, c'est que sur 1000 mètres carrés cultivés, à la main, entièrement à la main, ou pratiquement entièrement à la main, avec des buttes permanentes, comme vous voyez autour de nous, eh bien, on arrivait à produire autant que nos collègues maraîchers bio sur 1 hectare. C'est une petite révolution quand même parce que ça va contrairement à l'encontre de la pensée dominante. Dans le monde agricole, on a un peu formaté pour penser que plus on est grand, plus on gagne et plus on est mécanisé, mieux on se porte. Voilà. Et là, on essaie de faire tout petit, mais amoureusement soigné, extrêmement soigné,
euh, et on fait des choses que la main humaine peut faire et que la machine ne peut pas faire. Si on se positionne comme étant en compétition avec la machine, on n'y arrivera pas. Et on a découvert, chemin faisant, que travailler à la main, créer un système qui est gourmand en main-d'œuvre, ça paraît un non-sens dans notre époque de dominée par la machine, mais en fait, il y a plein de choses que la main humaine peut faire et que la machine ne peut pas faire. C'est un peu rassurant quelque part. Et notamment densifier les productions, associer les cultures et surtout soigner amoureusement le sol, parce que la machine détruit la fertilité naturelle du sol. Là, on n'a pas de tracteur, mais on a des milliards de petits copains qui travaillent pour nous gratuitement, jour et nuit, avec joie et dans la bonne humeur, en tout cas on les entend pas râler, qui sont les milliards de vers de terre, de bactéries, de champignons, de mycorhizes, d'azotobactères, etc. Et qui étaient là des centaines de millions d'années avant que l'être humain apparaisse sur Terre, et qui sont des créateurs d'humus, des créateurs de fécondité. Donc avec Perrine, on a cessé de croire qu'on fait pousser les plantes. On ne fait pas pousser les plantes. Tout le pouvoir de croissance, le potentiel d'une plante est contenu dans la graine. Chaque graine est un miracle. Et la mission du sol, c'est de favoriser l'épanouissement de la graine. Donc nous, on cherche juste à, à créer un contexte où ces forces de vie puissent s'épanouir. Limiter le vent, apporter de l'eau, de la chaleur, augmenter la chaleur, augmenter l'humidité grâce au microclimat qu'on génère, favoriser la fécondité en arrêtant de travailler le sol, en créant ces buttes permanentes. Et vraiment, on peut dire que ça marche, quoi. Les chiffres sont là, ça marche. Et non seulement c'est plus productif, mais je dirais que on a de plus en plus une reconnaissance de grands chefs étoilés qui disent mais vos légumes ont une saveur incomparable. Et du coup, je pense que ce qui vient de la nature est bon, la nature est bonne, la nature est généreuse, la nature est féconde. Et, euh, et même sans pétrole, on peut arriver à des niveaux de productivité qui paraissaient impensables avant, en fait. Et du coup, pour nous, l'agriculture moderne, c'est une régression pire que le néolithique, en fait. On revient à des pratiques agricoles pires que celles du néolithique. Parce que les premiers agriculteurs au néolithique, ils brûlaient la forêt, ils implantaient leur culture, et quand ils avaient épuisé cet excédent de fertilité qui venait de la forêt, qui avait quelques dizaines d'années ou quelques siècles, eh ben, ils abandonnaient et repartaient plus loin. Nous, on utilise l'excédent de fertilité du carbonifère, on utilise des quantités incroyables d'énergie fossile, et on est en train d'épuiser en quelques décennies un stock de fertilité que la nature a mis des centaines de millions d'années à générer. Donc on a créé une agriculture qui est complètement infertile. Il faut actuellement 10 à 12 calories d'énergie, de pétrole, pour une calorie dans notre assiette. C'est pire que le néolithique. Et on déconstruit les écosystèmes, on déconstruit la biodiversité, on épuise la fécondité naturelle des agrosystèmes, et on pratique une agriculture de steppe, et l'étape d'après le steppe, c'est le désert. Et on a perdu en 50 ans 30% des terres arables de l'humanité. Et ce qui nous passionne avec cette agriculture bio-inspirée, c'est que tu t'aperçois que tu peux, en allant dans le sens de la vie, tu peux inverser cette spirale descendante et rentrer dans une spirale vertueuse. Tu peux créer de l'abondance de nourriture, d'une nourriture savoureuse et bonne pour la santé humaine, tout en créant de l'humus, tout en stockant du carbone, tout en enrichissant la biodiversité locale, cultivée et sauvage. On voit qu'il y a plein d'oiseaux rares qui viennent maintenant partager cet espace avec nous. Dans ces mares, il y a des truites, il y a des carpes, il y a des petits poissons, il y a des écrevisses, etc., qui sont venus spontanément. Et des grenouilles qui nous aident à manger les limaces, etc. Et donc, en fait, on peut créer beaucoup d'emplois sur des petits territoires, favoriser l'autonomie alimentaire des territoires, et en plus, embellir, parce que c'est beau. Et Bill Mollison, le fondateur de la permaculture, disait Pleasure is also a crop. Le plaisir est aussi une récolte. Et il disait aussi peut-être qu'on cherche à recréer le jardin d'Éden. Why not? Pourquoi pas? Mais oui. Pourquoi est-ce qu'on s'empêcherait de vivre dans la beauté? La beauté, c'est aussi une nourriture. Donc vraiment, on essaye de créer un petit jardin d'Éden qui crée plus que de la nourriture pour les corps, ce qui est déjà une très très belle mission, mais qui crée aussi de la reconnexion à la vie, à nos corps, à la santé.
et qui crée de la beauté et qui crée de l'amour et de la joie en fait. Donc une ferme permaculturelle, c'est aussi on produit du bonheur quelque part. Enfin, c'est la vie produit du bonheur et cet espace, on le voit bien, crée du bonheur. Charles, j'adore et c'est vrai que bon ce projet m'a tellement inspirée que je venais aussi à titre personnel. J'ai fait le stage, tu donnes aussi des stages, ça c'est important à savoir pour les gens qui aimeront savoir plus, qui aimeront bien apprendre ça juste par pur, intérêt et bonheur et c'est vrai, ça fait beaucoup de bonheur être ici. On change complètement, le corps change, le regard sur la terre qui pour moi était déjà assez ouverte change. On se connecte différemment, à la terre, à la nature et aux gens autour. Donc ça a des conséquences tellement vertueuses que bon et peut-être on peut en parler, tout de suite, hem, quelle est ta vision, Charles? Si je te parlais de la vision pour le monde futur, dans le stage, tu parlais aussi un peu, tu vois aussi se créer bientôt les micro-fermes et aussi des personnes qui, pourquoi pas, travaillent à mi-temps, et le reste du temps vivent en permaculture, c'est-à-dire dans une certaine autosuffisance par rapport à leurs aliments et acquérissent, une certaine culture à se connecter à la terre, retrouver les anciens repères. Peut-être tu veux nous expliquer un peu sur ta vision du monde? Ben, avec joie, Petra. C'est que ma vision, hein. Mais je voudrais juste te dire que avant de devenir paysan, j'étais marin pendant 22 ans et j'étais vraiment habité, un peu hanté par cette question. C'est comment est-ce qu'on peut habiter durablement cette planète? Comment est-ce que l'homme peut vivre heureux dans ce bijou, dans ce jardin planétaire qu'est la planète? Et j'ai été longtemps à l'école des peuples premiers et ils m'ont beaucoup apporté. J'ai eu beaucoup de maîtres aux pieds nus et de sages. Et en fait, quand j'ai découvert la permaculture, c'est comme si les morceaux du puzzle s'assemblaient avec une sorte de cohérence. C'est pour ça, pour moi, comme pour Perrine, la découverte de la permaculture a été un grand choc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, un Européen comme nous euh, consomme 3 planètes. C'est-à-dire que notre empreinte écologique est de 3 planètes et 5 pour un Nord-Américain. Donc, je dirais que c'est un peu notre responsabilité vis-à-vis des générations futures et vis-à-vis des habitants du Sud qui consomment moins d'une planète de, de diminuer par 3 notre empreinte écologique, au moins. Si on veut qu'il reste un peu quelque chose pour les générations à venir, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et donc, comment diminuer par 3 notre empreinte écologique? Personne ne sait réellement. En tout cas, ce que nous proposent les gouvernements, les institutions internationales, c'est absolument et complètement insuffisant. C'est des petits sparadraps sur un immense ballon qui est en train de fuir de toutes parts, tu vois. Donc, si on ne veut pas provoquer l'effondrement de cette biosphère et ruiner une aventure qui a 3,8 milliards d'années, eh ben, il faut absolument que rapidement on trouve des solutions. Et plus on réfléchit, plus on s'aperçoit que se reconnecter à la Terre d'une manière ou d'une autre, ça peut être un puissant levier pour réinventer la société. Et en fait, personne n'y pense parce que le, le- le statut de paysan est méprisé depuis toujours et on a complètement sorti de notre imaginaire collectif la terre. S'il y avait un homme politique de droite ou de gauche qui disait mes amis, j'ai trouvé la solution, on ne va pas chercher à réindustrialiser la France, on ne va pas chercher la croissance à tout prix pour réduire le chômage, on va revenir à la terre, tout le monde le regarderait comme des yeux ronds et personne ne voterait pour lui, on dirait mais il est barjot celui-là quoi. Et pourtant, on vit dans un monde qui est complètement virtuel, dans une économie qui est très monétarisée et très virtuelle et qui repose sur du vide, qui va de bulle en bulle et puis les bulles explosent et c'est le crack et alors on renfloue jusqu'à la prochaine bulle. Ça va pas, ça marche pas. Alors que la Terre, on aime tous manger, on a tous besoin de manger quotidiennement. C'est quand même à l'origine de la vie, il y a le fait de quotidiennement se nourrir et boire de l'eau pure, et on a tous l'intention, je pense, de continuer à manger. Et donc cette question de la production alimentaire concerne chacun d'entre nous. Selon beaucoup d'études,
Grosso modo, l'impact de ce qu'on mange, de notre assiette, est d'à peu près 30% de notre empreinte écologique. Voilà, un tiers de notre empreinte écologique. Et donc, je pense que la question de la production alimentaire dépasse les frontières du monde paysan. Et que c'est très important que chacun de nous, ou en tout cas une part croissante de la population, redevienne producteur au moins d'une partie de sa nourriture. Parce que quand on produit soi-même sa nourriture, eh ben, au lieu de dépenser 10 à 12 calories d'énergie fossile, on en dépense pratiquement zéro. Au contraire, pour une calorie investie, si nos pratiques sont un peu efficaces, eh bien, on récolte des dizaines de calories. Dans les années 1930, une étude en Chine avait montré qu'un paysan chinois, pour une calorie investie, en récoltait 40. Donc on peut dire que d'un point de vue énergétique, ce paysan chinois était 400 fois plus productif que notre agriculture moderne, quoi. Et donc, c'est très important de sortir de cette mondialisation, en tout cas, peut-être pas de la mondialisation des idées, ni des cultures, ni des musiques, ni de la spiritualité, de ce qui fait le trésor culturel et matériel de l'humanité. Ça, c'est génial que ces biens-là voyagent de plus en plus et que chaque communauté humaine soit potentiellement reliée à toutes les autres. Mais il faut qu'on arrête de faire circuler autant les biens et les personnes, parce que ça plombe trop la planète. On ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et donc, si on veut continuer à manger demain, il faut que la nourriture soit produite localement. Et donc, on a cherché à modéliser, enfin, on réfléchit à un système de micro-fermes et que chacune de ces micro-fermes soit un lieu de production de nourriture bio, de qualité pour les communautés locales. Écoute, nous, on s'aperçoit qu'il y a plein de métiers de l'agriculture qui peuvent tout à fait s'accommoder d'un hectare. Et nous, on voit qu'avec cette approche, actuellement en agriculture bio, on considère que pour installer un maraîcher bio, il faut minimum un hectare. Nous, on voit que 1000 mètres carrés cultivés, hein, donc il faut rajouter les allées et les espaces autour et tout, mais 1000 mètres carrés produisent autant qu'un hectare mécanisé. Donc c'est-à-dire que si on a une ferme d'un hectare, on peut consacrer 1000 mètres carrés aux cultures maraîchères et avoir une forêt-jardin, un pré-verger, des animaux, des haies fruitières, un habitat, creuser une mare, on va faire de l'aquaculture. Du coup, un petit agro-système beaucoup plus complexe, beaucoup plus productif, beaucoup plus résilient, et y compris en termes économiques aussi. Et ça ouvre le champ des possibles, mais il y a plein de métiers d'agriculture qui s'accommodent de petites surfaces, le petit élevage, les fruits rouges, les plantes aromatiques et médicinales, les fruits avec transformation, l'apiculture, les pépinières, les fruits avec transformation, paysans boulangers, etc. Et du coup, on s'est dit, bon voilà, on pourrait imaginer de toutes petites entités, mais ce qui est très chouette avec cette approche micro, c'est que tu t'aperçois que quelques centaines de mètres carrés peuvent te permettre de créer une ferme et d'être paysan à temps partiel. Les paysans de demain ne seront pas issus du monde paysan. Ce sera des gens comme toi, comme moi, comme Perrine, mon épouse, qui souhaitent se reconnecter à la terre parce qu'ils sont en quête de sens, en quête de cohérence, en quête de qualité de vie. Parce qu'il faut dire qu'être paysan dans un jardin, c'est merveilleux aussi, hein. Et donc, il y a potentiellement des millions et des millions de fermes qui peuvent être créées dans les jardins de banlieue, dans les parcs. Il y a des millions de gens qui ont des propriétés avec 1000 mètres carrés de pelouse ou plus ou moins. Et il y a des exemples, par exemple, aux États-Unis, il y a une famille en Californie, elle a créé un jardin de 320 mètres carrés dans un pavillon de banlieue et ils font 20 000 dollars de chiffre tout en vivant, le papa avec ses trois filles, sur la ferme, tu vois. Donc 320 mètres carrés de pelouse transformée en ferme permaculturelle font vivre plusieurs personnes et avec une joie merveilleuse et pour le plus grand bonheur des habitants du quartier. On voit ça sur Internet. Donc la première étape, c'est qu'on peut, avec très peu d'investissement et très peu d'achat de foncier, ou alors en tirant parti du foncier qu'on a déjà, on peut créer 1 million, 2 millions, 3 millions de micro-fermes en France. Et ça change tout. Et comme on peut concentrer la production sur des petits territoires de manière beaucoup plus efficace grâce au concept de la permaculture, on libère de l'espace. J'adore cette idée qu'on puisse libérer. On vit dans des faisceaux de contraintes pas possibles. Et là, pour une fois, on libère. C'est génial, non? Et libérer de l'espace avant tout pour planter des arbres. Je crois que l'arbre, c'est vraiment l'arbre qui va sauver la planète. Et on pourrait planter des milliards d'arbres fruitiers et de forêts-jardins. Ça aussi, c'est un nouveau concept qui nous vient des peuples du Sud, de forêts nourricières, qui vont contribuer à produire beaucoup de nourriture localement, tout en stockant du carbone, tout en créant du sol, tout en restaurant des microclimats favorables à la vie, tout en embellissant les paysages et tout ça. Donc ça laisse entrevoir une France
dont une partie va être intensément jardinée, une partie va être plantée de vergers, de forêts nourricières, une partie va être redonnée à la nature dans des réserves de nature sauvage. L'agriculture pourrait revenir au cœur des villes, une France très différente où il ferait meilleur vivre. Et puis ça, c'est le premier étage de la fusée, la microferme. Et après, on peut imaginer des écosystèmes de microfermes qui mutualisent une partie des moyens, dont les déchets de l'un vont être le produit de l'autre, les abeilles de l'apiculteur vont polliniser les cultures du maraîcher et les fruits rouges, etc. Tu vois, qui partagent des outils, une petite boutique, une secrétaire comptable, etc. Et à plus vaste échelle, on peut imaginer des systèmes agraires solidaires où on va convertir des fermes de monoculture de 100, 200, 500 hectares en une mosaïque on va essayer de produire tout ce que la région peut potentiellement produire, là aussi en favorisant les échanges, les mutualisations, les coopérations, pour des systèmes beaucoup plus productifs, beaucoup plus résilients, beaucoup plus autonomes en énergie. Et du coup, l'agriculture pourrait être le socle qui nous permettrait de réinventer une société fondée sur des richesses durables. Et la première richesse durable, c'est la fertilité du sol, c'est la richesse de la nature autour de nous. Le paysan s'accompagnerait tout naturellement d'artisans. Et je pense qu'on va rentrer dans une ère de désindustrialisation, non déplaise à nos élus, parce que beaucoup de matières premières s'épuisent, les stocks d'énergie fossile s'épuisent, donc jamais l'industrie ne pourra réassurer le plein emploi comme c'était le cas par le passé. Et alors que la terre pourrait. Historiquement, au cours du XXe siècle, on a détruit volontairement des millions de fermes en France, et encore actuellement, il y en a une qui disparaît toutes les 20 minutes, je crois, et on a détruit des millions et des millions d'emplois agricoles, qui chacun généraient plusieurs emplois associés, d'artisanat, etc., de petits commerces, au profit de l'industrie. Maintenant que l'industrie décline, on se lamente et on pleure sur nos millions de chômeurs. La terre peut être un recours, la terre peut être un merveilleux recours. Le coût des indemnités d'un chômeur en un an lui permettrait de créer sa micro-ferme, qui va être productive pendant des dizaines d'années. Qui lui Et, donnera la dignité, le merci et le pouvoir d'une certaine manière à nouveau. C'est socialement, c'est aussi très valorisant quand on se produit soi-même sa nourriture, quand on devient autosuffisant. exactement, Petra, tu as tout à fait raison. Saint-Exupéry disait que les trois plus beaux métiers du monde, c'était aviateur, écrivain et paysan. Et je trouve que paysan est un des plus beaux métiers du monde. Il faut qu'on guérisse notre imaginaire collectif de ces visions négatives du plouc, du coup de terreux, du bouseux. Être paysan, franchement, c'est un métier magnifique parce que tu travailles avec la vie, c'est un miracle, un émerveillement quotidien, pratiqué comme ça, quoi. Et donc, il faut qu'on invente de nouvelles manières d'être paysan au XXIe siècle, où tu auras peut-être un râteau dans une main, une grelinette, et puis Internet, un ordi dans l'autre, tu vois. Et on peut être tout à fait paysan à temps partiel, être prof, dentiste, boulanger, artiste peintre ou que sais-je, informaticien, 3 jours par semaine, ou cadre administratif dans une boîte, et puis 2, 3 jours, tu es dans ton jardin et tu produis des bonnes choses pour quelques dizaines de familles autour de toi. C'est magnifique comme vie, j'insiste là-dessus. Et donc je crois que si on veut inventer une société durable et qui permettrait aux gens de vivre bien tout en guérissant la planète, parce qu'il s'agit vraiment de guérir la planète à l'heure actuelle, c'est notre ressort, eh bien, redevenir paysan à temps partiel ou juste pour se nourrir soi et sa famille, et ça permettrait de transformer progressivement toute la société, de recréer des communautés locales vivantes avec des petits commerces, des écoles, des associations, etc., qui ne seraient pas un retour au passé. Grâce à ces nouveaux outils de communication, c'est-à-dire qu'on aurait une relocalisation de la production alimentaire, de l'artisanat, de nos besoins essentiels, mais en même temps, chaque communauté serait potentiellement reconnectée à toutes les communautés du monde. Donc tu peux échanger avec des Péruviens, avec des Népalais, avec des Japonais, avec des Russes ou avec des habitants de la ville d'à côté. Et donc on a à la fois cette vision globale et cette action locale. euh, et je crois que là, on serait capable d'imaginer un monde où il ferait vraiment bon vivre pour tous, y compris pour les oiseaux, les vers de terre et les habitants des pays du Sud. Je te remercie, Charles. Merci, merci. Et voilà, sémons tout ça, sémons les graines
dans cette direction-là. Et comme on a fait cet après-midi, on sort des champs et j'espère que cette interview va toucher les cœurs de plein de personnes qui le regardent dans le même sens, comme tu l'as dit si joliment. Et en plus, on se fait un bien fou et c'est bon à manger après. Merci infiniment, Petra. Si je peux peut-être juste ajouter euh, que si certains veulent en savoir plus sur cette démarche, on a un site internet, c'est fermedubec.com. Voilà, il y a des formations, il y a un fonds documentaire qu'on essaie d'alimenter sur lequel on met de plus en plus de ressources pour aider les gens à avoir des outils pour vivre cette belle transition que je vous souhaite la plus heureuse possible.